Alors, bienvenue à tous. On est dans la semaine qui est dédiée à l'habitat durable, comment construire autrement, comment construire durablement au Sahel. Et donc, voilà, c'est une des conférences de notre programme Donny Green qui a pour objectif de vous présenter ce que sont les changements climatiques, quels sont les impacts des changements climatiques et quelles opportunités s'offrent à vous pour entreprendre et pour réussir à proposer des biens et des services de qualité qui pourront justement servir votre marché dans ce contexte de changement climatique. Voilà, alors notre invité ce soir est Thomas Granier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter en quelques mots, puis présenter également l'objectif de cette conférence. Et puis, on espère que le temps sera suffisant pour que vous puissiez avoir de véritables échanges avec ceux qui participent ce soir. Donc, Thomas Granier, vous êtes artisan maçon de métier. Vous êtes un autodidacte qui aimait aussi beaucoup les voyages et vous avez fondé en 2000 l'association La Voûte Nubienne et son programme de diffusion d'un habitat adapté en Afrique de l'Ouest. Alors, vous êtes aujourd'hui le directeur général de cette association et vous dirigez une équipe d'environ 60 personnes au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Ghana, au Bénin et également en France. Alors, vous avez été élu entrepreneur social de l'année par la Fondation Schwab en 2012 et également décoré de la médaille française de chevalier de l'Ordre du Mérite national, l'Ordre national du Mérite en 2014. Voilà, on est vraiment très heureux de vous avoir ce soir puisqu'on ne peut pas parler d'habitat durable dans le Sahel sans parler de la voûte nubienne. Alors, vous allez nous éclairer ce soir sur la voûte nubienne, même si hier, on a déjà eu une intervention d'Adama Messan qui a très souvent parlé également de la voûte nubienne comme l'une des solutions pour construire plus durablement en utilisant les ressources locales. Alors, juste pour introduire la voûte nubienne, qu'est-ce que c'est? C'est une construction qui est basée sur la terre qui va être prélevée localement. C'est une construction qui ne nécessite ni bois, ni tôle, et donc la terre crue et malaxée sous forme donc de mortier et de briques qui sont séchées au soleil. Et donc, ça permet de se passer de l'utilisation de coffrage pour le bâti de la partie voûtée. Voilà. Alors, la voûte nubienne, c'est une construction écologique, mais qui permet aussi d'avoir un très bon confort thermique. Ce sont des maisons bien isolées, faciles à construire, avec surtout des matériaux qui sont disponibles à portée de main et qui sont bon marché. Alors, on compte sur vous, cher Thomas, pour nous présenter justement la technique de la voûte nubienne, mais aussi donc comment faire pour déployer le marché, pour permettre à un plus grand nombre de bénéficier d'un habitat durable au Sahel. Voilà, je vous remercie encore de partager vos expériences avec nous à tout moment. On reste là pour modérer les échanges et vous permettre de répondre aux questions de ceux qui nous suivent. Merci encore. Merci Élodie, merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Je vais donc présenter d'abord le concept technique, puis la méthodologie de diffusion à grande échelle, et enfin, on pourra aborder la question des opportunités que permet cette technique, opportunités de marché, création de filières, émergence d'entreprises, artisans, entrepreneurs, etc. Donc, je vais là partager mon écran avec une présentation. Beaucoup, effectivement, puisque beaucoup sont connectés et sont à la recherche de savoir quoi faire de leur avenir professionnel. Et puis, d'autres ont certainement des projets de construction. Donc, très important de pouvoir saisir ces opportunités. C'est bon, on voit très bien votre présentation. Super, merci. Le programme de la voûte nubienne. Je rappelle quelque chose d'important dès le début, qui est que ce programme, avoir une idée, c'est une bonne chose.
avoir une bonne idée, c'est important. Mais s'assurer que cette bonne idée est diffusée à une échelle macroéconomique, pour moi, c'est ça qui est essentiel. Si vous avez une bonne idée, mais que vous ne vous donnez pas la peine de trouver une approche, une méthodologie de diffusion à grande échelle, ben votre idée, elle reste dans les limbes des bonnes idées. Et du coup, ce n'est pas une bonne idée. Moi, ça fait bientôt presque 23 ans que je travaille sur la diffusion du concept Voûte nubienne. Sur les questions techniques, sur ces 23 ans, j'ai dû passer une année. Et les questions techniques sont aujourd'hui quasiment totalement bordées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des sinistres, des difficultés à construire, mais le concept technique lui-même, il est bordé pour de nombreuses typologies de bâtiments, des bâtiments urbains, des bâtiments ruraux, des bâtiments privés, des bâtiments publics ou communautaires. Donc la question technique est très largement bordée. Par contre, la question de la diffusion, ça c'est 21 ans, 22 ans de travail, on est toujours au milieu du parcours, au milieu du gué. Tout reste encore largement à faire. Et pour nous, la diffusion, c'est le marché. Et donc, cette conférence est particulièrement intéressante pour nous parce qu'elle s'inscrit tout à fait justement dans la dynamique de marché que l'on veut mettre en place avec toutes ces composantes. D'un côté, une offre, une filière qui va depuis le briqueteur au village jusqu'à l'architecte. Donc une filière, une offre, une demande, différentes typologies de clients pour lesquels les réponses sont très différentes, et puis un environnement d'affaires favorable. Voilà, donc le sommaire de cette présentation, c'est le concept et le programme, une méthodologie de déploiement territorial du marché de l'éco-construction et que je viens d'évoquer rapidement, et les leviers permettant la croissance du marché VN dans lequel s'inscrivent les attentes en matière de business model de ceux qui nous écoutent. Vous avez là un très bel exemple de bâtiment voûte nubienne en milieu rural. Alors, rapidement, le défi, il est considérable. Déforestation et démographie, disparition du bois et de la paille qui permettent tous les habitats traditionnels, déficit de logement dû à l'état du parc actuel et à la démographie, la question des changements climatiques, l'atténuation et l'adaptation plus encore, et puis les solutions qui sont aujourd'hui inadéquats, c'est énormément de matériaux importés, ciment, acier, chevron, transport, etc. Et puis des bâtiments qui ont de faibles performances énergétiques et qui demandent beaucoup d'énergie importée pour avoir du confort. Et puis aussi une perte des identités architecturales et des savoir-faire traditionnels qui fait partie des difficultés rencontrées. Cette urgence est extrêmement mal prise en compte. Curieusement, on peut se demander pourquoi. Il y a quelques pistes de réflexion, mais on ne va pas les développer aujourd'hui de ce pourquoi. Comment ça se fait que la question de l'habitat en Afrique sahélienne n'est posée par personne, nulle part. Ça commence à peine. Les politiques, ils sont bien obligés d'incorporer ça dans leurs propositions, dans leur discours politique, mais ils n'ont pas de solution, ou si peu. L'habitat social tous ces énormes lotissements un peu curieux qu'on voit émerger partout. Là aussi, on pourrait en parler longtemps. Donc les politiques n'ont pas de solution. Les bailleurs ont d'autres choses en tête. Et on est sur un paradoxe flagrant qui est qu'une problématique massive, essentielle, hyper transversale. Hein. L'habitat, c'est en même temps les conditions de vie, mais c'est les dynamiques économiques, c'est les questions d'environnement, enfin, c'est tout ce qu'on a dit. Tout ça, c'est hyper transversal, quoi. Et pourtant, pas ou quasiment pas de solution. Le concept de la voûte nubienne, donc c'est un bâtiment entièrement construit en terre pour ce qui est du gros œuvre, quasiment. Il y a des pierres en fondation.
le banco habituel, et puis c'est une voûte qui est elle-même recouverte de terre et qui fait un toit terrasse à peu près plat. Donc on peut dire 100% terre pour le gros œuvre avec un peu de pierre en fondation. C'est donc des matériaux locaux, c'est le banco habituel, hein, c'est le banco qui est utilisé au Sahel depuis toujours, et, et les savoir-faire, le savoir-faire de la voûte nubienne s'inscrit dans les savoir-faire traditionnels, même s'il y a évidemment tout un apprentissage spécifique. Alors, c'est une architecture, moi j'aime pas tellement, on utilise le mot bioclimatique, moi je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit exact, qu'on recouvre tous les concepts du bioclimatisme, mais en tout cas c'est une éco-construction, c'est durable, les plus anciens bâtiments voûtes nubiennes ont 3300 ans, ils sont toujours debout en Égypte, au Ramesséum de Luxor, et puis comme il n'y a pas de toiture tôle, eh bien évidemment ça résiste au décoiffement. Les vents qui arrachent de plus en plus fréquemment les toitures de tôle. C'est le confort thermique et acoustique, il fait bien meilleur. C'est une des premières choses que tous les bénéficiaires de voûte, tous les clients qui vivent dedans remarquent, c'est le confort thermique et puis acoustique aussi. Évidemment, c'est à peine qu'il pleut, on peut ne pas savoir même qu'il pleut dehors. Et puis c'est beau, c'est agréable. On a un impact fort sur l'environnement puisque on de paille et, comme je l'ai dit, pas de matériaux d'importation. On a des économies importantes. Elles sont, alors c'est suivant les typologies de clientèle, suivant où on se trouve. Évidemment, on n'aura pas le même modèle économique si on construit au centre de Bamako, en périphérie de Bamako, dans une ville moyenne, dans un village. Si le client peut lui-même apporter 70-80% du bâtiment sous forme de main-d'œuvre non qualifiée, les matériaux, la main-d'œuvre, le transport, etc. Mais on a des impacts économiques tout à fait réels en termes de décote de coûts. Et puis, il faut comparer ce qui est comparable. À la fin, vous n'avez pas une maison avec des murs de vin, une toiture de tôle, qui est à peine une maison, mais vous avez un bâtiment garanti pour des décennies, confortable, etc. Donc, la technique n'est pas si compliquée. Les maçons se l'approprient relativement vite, suivant les profils. Et puis, ça commence à être largement éprouvé, hein. On est aujourd'hui à presque 7000 voûtes nubiennes construites pour à peu près 4000. On va approcher les 5000 chantiers. Et on espère pour la saison constructive 21-22. Je dis saison constructive parce que, comme dans l'habitat traditionnel, on construit grosso modo de fin octobre à fin mai, à la saison sèche. Et donc, on espère pour la saison constructive 21-22 1000 chantiers, l'ouverture de 1000 nouveaux chantiers sur l'ensemble du Sahel. Quelques exemples de bâtiments, de jolis bâtiments ruraux au Mali et au Burkina principalement. Quelques exemples de bâtiments urbains, villas en R+1 au Sénégal, villa en R+1 avec les moellons latéritiques en habillage, ça c'est à Ouagadougou, et puis au Sénégal de nouveau, une maison, c'est un très beau bâtiment qui a été construit par le département des Yvelines dans le Fouta, dans le nord du Sénégal, et qui a reçu le prix mondial de l'architecture verte c'est la photo de droite, à la COP 24, je crois, à Bonn. Et puis des bâtiments communautaires, bâtiments publics, santé, agricoles, ça c'est stockage d'oignons, petite salle de classe, salle d'alphabétisation plutôt, bâtiments productifs. Avec donc ces différentes typologies d'acteurs. Un maître d'ouvrage, ça ne sera pas du tout la même chose qu'un client privé rural, qu'un client privé urbain. On a là, ça sera intéressant d'en reparler tout à l'heure, des approches différentes.
Donc ça, c'est une belle photo en Mauritanie. C'est un ensemble de bâtiments, 52 bâtiments qui ont été construits au même endroit. C'est du relogement de population. Vous avez au bas de cette slide, notre baseline, c'est un habitat adapté pour le plus grand nombre. Ça, c'est très important. Et le plus rapidement possible. Ce qui nous distingue peut-être de tous les autres opérateurs, c'est cette idée de pour le plus grand nombre. Donc, on a trois axes. On a mobilisé des parties prenantes à l'échelle des territoires pour déployer la méthodologie. On a formé, faire émerger, former, renforcer une filière de métiers. Et puis, on a accompagné les différentes typologies de clients, leur lien avec les constructeurs, leurs attentes techniques, le suivi des relations avec les constructeurs et du marché. Nous sommes, AVN, avec nos partenaires opérateurs, des facilitateurs de marché. Nous ne vendons pas, ça c'est important, nous ne vendons pas de prestations liées au marché de la construction. On serait dans une position un peu ambiguë si on était en même temps les facilitateurs du marché et puis si on était partie prenante de ce marché. Aujourd'hui, à part de rares exceptions ou parce que l'offre, la filière n'est pas capable de répondre et qu'il faut mieux faire avancer le marché, à ce moment-là, AVN peut, je pense à certaines activités d'AMO, assistance à la maîtrise d'ouvrage, ou de MOE, maîtrise d'œuvre. Il nous arrive d'endosser cet habit-là, mais là, on franchit une ligne rouge qui n'est pas notre stratégie principale et qui est juste une espèce de pis-aller en attendant justement que les entreprises, les bureaux d'études ou d'autres acteurs soient capables de prendre ces positions. Est-ce que l'idée, c'est que je fasse tout le déroulé de la conférence ou bien est-ce que des questions se posent au fur et à mesure? Alors, des questions peuvent se poser au fur et à mesure, mais alors là, je vois que tout le monde vous a écouté. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser une question dès à présent? Je vous invite à lever la main si… Ok, alors je continue et puis On va continuer alors. Hein. Voilà, s'il y a des questions au fur et à mesure, on les prendra. Tout à fait. Allons-y. Voilà, donc là, on a la dynamique du programme. Tout en haut, c'est un défi majeur, hein, l'adaptation du secteur du bâtiment au Sahel, je l'ai dit. Un défi majeur est relevé quasiment par personne aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans le monde du développement, nous, on répond beaucoup plus à des appels d'offres où on fait des propositions qui sont liées à la formation professionnelle des plus vulnérables, les jeunes maçons, les jeunes apprentis en milieu rural, aux questions climat, atténuation, adaptation, aux questions de mobilisation des acteurs de la société civile, aux questions de renforcement des économies locales, aux questions genre. Voilà, on ne répond quasiment jamais à des appels à projets liés directement à l'habitat. Donc, on arrive à l'habitat par des biais. Alors, par contre, on coche à peu près toutes les cases importantes du développement aujourd'hui avec les thèmes dont j'ai parlé. Le concept technique, vous trouverez pas mal de littérature sur notre site autour du concept. Le marché comme vecteur de la diffusion à grande échelle, je l'ai dit. Le déploiement de ce marché, et là on est au centre de notre approche méthodologique adaptée qu'on a mis 15 ans à complètement cerner par tâtonnement, par une espèce de cheminement itératif dans lequel petit à petit, en essayant, on a amélioré l'approche méthodologique sur le terrain, des partenaires qui viennent évidemment renforcer le programme, principalement des partenaires qui vont déployer la méthodologie sur leur territoire. Je pense à
des unions, des groupements, groupements de paysans, groupements de femmes, coopératives, unions, fédérations, etc. C'est principalement ce genre d'acteurs qui sont nos partenaires opérateurs sur le terrain. Et puis, des mécanismes de financement qui vont accélérer le marché et le potentialiser. On pourrait parler des fonds climat, des fonds d'information professionnelle, de la microfinance, des fonds de la compensation carbone, des fonds adaptation, etc. Et cette boucle est censée répondre à notre défi. Ça, ce sont des résultats, un peu, voilà, 1350 localités. J'avais parlé de 5000 chantiers, on est à 4250, on doit approcher des 5000 chantiers. Maintenant, peut-être 800 bâtiments communautaires, 950 apprentis et maçons actifs. C'est tout confondu, hein. Ça va de l'apprenti à l'artisan maçon. On a beaucoup de pertes, hein. Il y a beaucoup, au Burkina Faso par exemple, mais même au Mali, la recherche de l'or nous fait perdre pas mal de gens formés. C'est une des faiblesses. On doit renforcer la capacité à fidéliser toujours plus ceux qui ont appris le métier. Voilà, du CO2, potentiellement, on a des calculs. On est un indicateur de 0,8 tonnes de CO2 économisé par mètre carré de voûte nubienne pour la construction et pour un usage de 30 ans. Dans cette économie de carbone sont comptées les économies d'énergie, électricité principalement, que permettent les qualités thermiques passives du bâtiment. Ça veut dire qu'on est à moins 6 ou 7 degrés en moins en moyenne, hein, qu'un bâtiment terre-tôle, par exemple, ou qu'un bâtiment ciment-tôle. Eh bien, si on considère qu'il faille de l'énergie, qu'elle soit ventilation ou climatisation, pour créer ces 6-7 degrés de confort thermique, eh bien, c'est cette énergie-là qui va potentialiser ces 0,8 tonnes de carbone économisées par mètre carré de voûte nubienne construite. Voilà. Et ce carbone, nous travaillons à le mettre sur le marché de la compensation carbone afin que les paysans, afin d'inverser le paradigme habituel et que ce soit les paysans sahéliens qui viennent en aide aux pauvres surcarbonés des pays riches. Vous suivrez mon clin d'œil. Tout à fait. Est-ce que je peux juste poser 2 questions à ce stade? Oui. Voilà, il y a eu 2 questions par rapport à la construction voûte nubienne. Mamadou Camara qui aimerait en savoir plus sur la résistance de la voûte nubienne. On a vu que c'était très résistant aux intempéries. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? La résistance, elle est très très bonne. S'il y a pas il y a 2 choses qui peuvent éventuellement abîmer des voûtes nubiennes. D'un côté, ça serait qu'elles aient été mal implantées ou mal construites, implantées dans un bas-fond. Elles sont inondées. L'architecture de terre ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est des précautions très importantes à prendre en amont des chantiers. Après, il peut y avoir des vices de forme, hein. Il y a des maçons qui, forcément, quand on fait un programme comme ça, beaucoup dans l'informel, etc., il y a quelques erreurs qui sont en général, dans l'immense majorité des cas, corrigeables. Et puis sinon, après, il y a les questions d'entretien. Donc, une fois que le bâtiment est bien positionné et bien fait, eh bien, après, c'est la question de l'entretien. Tous les bâtiments ruraux, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment jamais de problème. Les paysans, quand ils ont investi dans une maison, ils savent l'entretenir. Et on s'aperçoit qu'ils ont très, très rarement de problèmes majeurs. Par contre, les bâtiments communautaires ou les bâtiments urbains, eux, dans les premières années, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de soucis techniques. Et donc, on a renforcé, on a amené des suppléments techniques
au niveau des toitures avec un anti-érosif, un mélange de bitume à 15% avec de la terre et du sable. C'est un enduit de 2 cm d'épaisseur à peu près qu'on pose sur la toiture de terre et qui empêche l'érosion de cette toiture. Donc là, on passe d'une durabilité d'à peu près 5-7 ans à une durabilité de 15-20 ans avec cet anti-érosif. Sur les murs, on a inventé la BBSC, la brique de banco surface caillou, qui est une brique de banco habituelle, mais sur lequel, pendant qu'on la fabrique dans le moule, on met des cailloux sur la surface qui va être exposée. Et donc, ces pierres sont enchâssées, sont prises dans la terre, apparentes sur le mur et permettent de faire des enduits ciment de très bonne tenue, 50 ans si c'est bien fait. Et puis, on a des acrotères, des petites dallettes en ciment, juste sur la périphérie, le lien entre mur et toiture, qui permettent de renforcer de manière très durable ce point d'usure important qui est la limite entre le mur et la toiture, les acrotères. Donc, avec ces trois propositions techniques qui sont d'un coût relativement modeste, eh bien, on arrive aujourd'hui à pouvoir proposer des bâtiments en milieu urbain ou des bâtiments communautaires dont on sait qu'ils ne seront pas entretenus, avec des garanties décennales et bien plus. Voilà. Je préciserai aussi que la fréquence des sinistres ou des pathologies enregistrées sur les bâtiments est en constante dégression, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de bâtiments et on a de moins en moins de problèmes. Voilà. Effectivement. Alors ensuite, juste une deuxième question, celle de Diallo Moussa Adama, alors, qui demande s'il est possible de construire un bâtiment en étage avec ce système de construction. Donc, on a vu une photo où il y avait un R+1. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'on peut construire sur plusieurs étages? Voilà, vous avez des R+1 là. On n'a jamais été plus loin. En R+2, on a fait des minarets et de mosquées et des clochers d'église uniquement. On a gardé le R+2 pour le bon Dieu. Et pour les humains, on est juste en R+1. Et techniquement, vous pensez que ce serait possible de monter encore plus haut? C'est possible. On pourrait faire du R+2. C'est tout à fait possible. On pourrait faire du R+2. Après, on n'a pas du tout la souplesse du béton. Moi, je pense qu'on pourrait aller en R+2, mais pas plus. On ne fera pas des immeubles. C'est pas. Quoique, après, c'est des questions de poussée. Alors, on rentre dans des choses un peu techniques, c'est-à-dire que la voûte, elle a une poussée latérale importante. Mais sinon, vous avez avec de la terre, par exemple, des bâtiments qui ont plus de 1000 ans au Yémen sur 11 niveaux, R+11, et qui ont 1000 ans. Mais là, avec non pas des voûtes, mais des planchers de bois, des planchers de palmiers. Et on est en terrasse au 11e étage. Et ça a 1000 ans. Donc, la terre pas compressée, pas mouillée, pardon, à la compression, ça résiste très bien, même sur des grandes hauteurs. Ouais, ça peut être intéressant, parce que hier, on a retenu un chiffre clé qui est la projection de 13 millions d'habitants à Bamako d'ici 2050. Alors, effectivement, on s'interroge sur les constructions qui pourront justement permettre de loger toutes ces personnes en zone urbaine. Voilà. Alors, la voûte du Biel n'est pas une panacée, ce n'est pas un miracle, ça ne va pas résoudre la totalité des problèmes de la démographie, des besoins constructifs, mais ça peut en résoudre une très très bonne partie. Nous, notre ambition, ça serait un taux de pénétration du marché à l'horizon 2030-2035 de 5 à 10%. Si on avait 5% en 2030 de pénétration du marché et puis 10% en 2040, on aurait réussi notre objectif. Ça veut dire qu'on aurait introduit pour la première fois, à une échelle macro, une technique constructive bas carbone, une éco-construction bas carbone au Sahel, et qu'on n'aurait plus comme seule alternative pour la construction des matériaux d'importation inappropriés en termes économiques, en termes de confort et en termes d'environnement. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est ça. On peut toujours nous promettre des immeubles de 10 étages à Bamako, mais à quel prix?
en termes d'environnement, en termes de climat, etc. Donc, il y a sans doute beaucoup de réflexions qui dépassent largement le trame de la voûte nubienne. L'idée, par exemple, d'empêcher des trop grandes concentrations de population, de faire grandir des villes moyennes, des grands villages, etc. Enfin, mais là, on change complètement de sujet. Ce n'est plus de l'expertise de la voûte. Très bien. Je vous propose de continuer. Et puis, il y a d'autres questions qui sont encore en attente. On y répondra tout à l'heure. Voilà, rapidement, une carte un peu de notre déploiement. Sur l'Afrique de l'Ouest. Et on voit à peu près la bande. Quand vous voyez sur la carte Djougou, là, au Bénin, on est là à la limite. On ne va pas descendre, certainement pas descendre pour un programme de diffusion à grande échelle. On peut construire, hein, on a construit, il y a eu des bâtiments à Porto Novo, il y a eu des bâtiments au sud du Togo aussi. Mais pour une diffusion à grande échelle, il faut rester dans la bande sahélienne. Djougou, c'est un petit peu la limite sud. Et puis, en Mauritanie, on peut monter un petit peu plus haut. Et après, quand on arrive, je dirais, dans la partie saharienne encore, c'est trop manque d'eau. Voilà, donc on a là la bande un petit peu dans lequel on peut déployer. Par contre, à l'Est, hein, on nous attend, on est en réflexion sur un programme au Tchad. On a eu le gouvernement soudanais qui nous a envoyé une commission d'experts pour regarder ce qu'on faisait au Burkina. On est en contact au Niger aussi. Donc, vers l'Est, il y a beaucoup d'attentes. Donc là, on va aller un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'intervention UITI. C'est les territoires, c'est à l'échelle des communes et soit des départements, soit des cercles et des régions. AVN mobilise, forme et accompagne des partenaires opérateurs, assure les fonctions support sur les questions de formation, de capitalisation, d'animation de réseau, de support technique, etc. Et puis, sur les territoires où on n'a pas d'opérateurs ou sur des territoires qui se sont suffisamment autonomisés, alors on agit de notre propre chef sans forcément avoir d'opérateurs locaux. Voilà, vous retrouverez cette documentation. L'unité d'implantation, c'est la commune. Le territoire d'implantation, c'est au Mali, ce serait plutôt le cercle avec plusieurs communes. Et on va avoir un partenaire opérateur au niveau des communes qui ont des petits niveaux, qui sont des organisations assez modestes, hein, quelquefois avec de très très petits niveaux, mais qui sont fonctionnels parce qu'elles ont les réseaux, elles ont la connaissance et la compréhension de ce qui se passe chez elles. Et puis, on travaille avec des fédérations ou des unions un peu plus larges à l'échelle de territoires plus vastes, donc comme les cercles. Méthodologie de déploiement territorial, partenaires opérateurs, donc les partenaires relais, la société civile, qui vont créer un environnement d'affaires favorable. Ça, c'est très large. Hein. Ça va, on fait un plaidoyer politique, on fait un plaidoyer auprès des bailleurs. On pousse à ce que la question de l'habitat soit prise en compte. Et finalement, et ça c'est intéressant par rapport à notre conversation d'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'habitat est malgré tout, commence à être de plus en plus prise en compte, c'est la question du climat. C'est vraiment l'atout numéro un, c'est-à-dire que les évolutions du climat en termes d'adaptation et d'atténuation font que, de plus en plus d'acteurs, d'opérateurs, qui soient le monde politique africain et ses partenaires, s'intéressent de plus en plus à ce qu'on fait. Et là, on rentre dans notre sujet, c'est-à-dire économie verte. C'est quoi la situation? La situation, c'est que vous avez qui construit en terre? Vous avez d'un côté des techniciens, des architectes, des universitaires, des architectes, qui font des exemples, des objets de terre,
ou soi-disant de terre, la brique de terre compactée, dans laquelle il y a énormément de ciment, mais qui ne font pas des dynamiques de diffusion à grande échelle. Et puis ceux qu'on organise, nous, dans la dynamique de diffusion à grande échelle, ce sont des paysans maçons. Pour l'immense majorité, ceux qui sont capables de se coltiner le travail aujourd'hui du banco, c'est des paysans maçons. La daba, elle sert aussi bien au champ que c'est le même outil que vous avez au champ que vous avez sur le chantier. Mais ces paysans maçons, ils n'ont pas la capacité entrepreneuriale, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de formation. Et c'est extrêmement compliqué de leur amener ça parce que c'est quelque chose qui est lié à l'éducation, à la culture. Et aujourd'hui, vous avez toute une partie du marché qui est tout à fait importante et intéressante, qui sont les clients middle class, les bâtiments communautaires et publics, eh bien, qui sont peu ou pas traités. Les paysans ne sont pas capables de faire un mail, ne sont pas capables de faire un devis correct, ne sont pas capables de lire un plan, ne sont pas capables de gérer un chantier un peu important, alors qu'ils savent bien construire en général. Ils peuvent. Ce n'est pas tellement le problème techniquement, ils sont là. Mais tout l'environnement autour, qui soit technique un peu poussé, et puis la logistique d'entreprise, le business, faire une facture, avoir une comptabilité à minima, s'enregistrer, avoir une position un peu formelle sur le marché, etc. Ben ça, ils ne savent pas faire. Alors même que la clientèle, de ce côté-là, augmente. Alors, il y a toujours la clientèle paysanne qui augmente, et ça heureusement, parce que du coup, les paysans travaillent pour les paysans. Mais que fait-on avec tous ces clients au Sénégal aujourd'hui, par exemple, j'ai pour un demi-milliard de francs CFA de marché en attente et pas de capacité de réponse. Voilà la réalité. Il faut des techniciens, il faut des techniciens et il faut des entrepreneurs. Il faut, mais pas entrepreneurs au sens commerçant, comme l'entrepreneur habituel en Afrique, des entrepreneurs au sens vision entrepreneuriale qui vont développer un nouveau marché. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, parce que c'est ça qui m'intéresse dans cette conférence. Donc, l'éco-construction, là, on est vraiment sur le milieu rural. Des paysans travaillent pour des paysans s'entraident entre eux, et c'est le cœur de cible de la voûte nubienne. Et c'est sans doute pas vers ce marché-là que notre propos d'aujourd'hui est le plus intéressant. Parce que je dirais, ce marché-là, il est à peu près fonctionnel. Le client paysan, il sait dealer avec le paysan maçon. Ils savent faire un devis en se tapant dans la main. Ça va à peu près bien. Ça ne va pas toujours bien, mais ils savent faire. Donc là, c'est un exemple de notre... Pardon, hein, on a été un peu bouleversé par le temps et on n'a pas pu faire une présentation extrêmement précise concernant le sujet, mais tous ces exemples nous permettront d'illustrer ça. Ça, c'est au Burkina, et et là, vous voyez, il y a déjà un centre de formation au BTP qui est impliqué, et ce centre de formation, alors c'est intéressant parce qu'on est en train au Burkina, mais on a la même démarche en genèse au Mali, d'avoir des certifications CQB, certificat de qualification de base, et CQP, certificat de qualification professionnelle pour le métier de maçon voûte nubienne, et qui sont reconnus par les ministères de la formation professionnelle, et qui vont, là on se dirige vers un formalisme qui est un peu au cœur de nos discussions. J'espère être assez clair. Là, vous avez une photo qui est intéressante, qui voit comment on construit une voûte nubienne, la partie voûtée. Là, de nouveau, hein, c'est une filière, toujours plutôt pour l'habitat habitat rural et bâtiment communautaire, paysan, stockage, transformation. Et là, on arrive sur les mécanismes d'incitation financière à l'éco-construction. Ça, c'est des leviers intéressants, mais je trouve que ça nous éloigne quand même un petit peu de notre sujet. Les performances carbone, on va pouvoir les vendre. Hein.
Prenons les bâtiments communautaires. Aujourd'hui, 70 à 80% des bâtiments communautaires, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, et Dieu sait qui s'en construit et Dieu sait qui va s'en construire, sont financés par des bailleurs du Nord, qui viennent en soutien depuis le jumelage de deux petites villes françaises et maliennes jusqu'à l'AFD, Agence française de développement, qui traite directement avec l'État malien ou sénégalais ou burkinabé, etc. Donc 70% des bâtiments communautaires publics sont construits avec des fonds du Nord, 70 à 80%. Largement avec des fonds publics. Or, aujourd'hui, les bâtiments qu'on construit avec des fonds publics du Nord au Sahel ne seraient pas autorisés au regard de leur performance thermique passive et de leur performance environnementale, ne seraient pas autorisés au Nord. On construit avec de l'argent public du Nord des bâtiments pour des écoliers ou des malades ou des poulets sahéliens, alors qu'on s'interdirait de construire ces mêmes bâtiments au regard de leur performance au Nord. Vous voyez le coin éthique, quasi moral, que l'on peut enfoncer. De plus, tous ces acteurs, bailleurs, acteurs de la coopération, du développement, sont tous évidemment très intéressés par ces questions climat concernées. Donc, il y a une révolution à faire de ce côté-là. Il faut aller proposer à ces acteurs nord de construire autrement. On a tous les arguments qu'il faut. On a des arguments éthiques, on a des arguments économiques, on a des concepts techniques qui sont validés, qui fonctionnent, on a déjà des artisans pour construire. Il nous manque les acteurs capables d'aller vendre le truc. Hein. On parle de business là, et de business vert. Fédérer, organiser aujourd'hui des mini-bureaux d'études, ça c'était un peu mon projet, mini-bureaux d'études. Un gars qui est plutôt technicien, un gars qui est plutôt gestionnaire, se groupent ensemble pour pouvoir prendre une part sur ce marché. Ils vont travailler, avec des maçons qui savent construire, ils vont les respecter, ils vont créer une relation de qualité avec ces maçons, pas le truc habituel du tâcheron qu'on ramasse le matin avant d'aller au chantier et qu'on jette le soir, comme malheureusement beaucoup d'acteurs de la construction font en Afrique. Une vraie relation de qualité. Et le technicien va contrôler les chantiers, va assurer la partie technique, et le gestionnaire va assurer toute la partie vente, etc. Il y a un marché phénoménal ça ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer pendant 50 ans à faire que du béton-tôle. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça, et là, je parle uniquement du marché bâtiment public et bâtiments communautaires. Mais, et c'est très frappant au Sénégal, et c'est ce qui se passe au Sénégal en général, finit 5 ans, 10 ans après par se passer au Mali et au Burkina, vous avez les diasporas aujourd'hui, les Sénégalais, ou même d'ailleurs les Maliens de la région de Caille ou de Bamako, qui vivent au Canada, aux États-Unis, en Europe, mais ils sont totalement, eux, dans le mainstream, développement durable, approche écologique, etc. Sachez que, enfin vous le savez tous, mais il n'y a plus maintenant 5 minutes ou 10 minutes à la télévision sans que ces questions soient évoquées. C'est devenu le sujet, une fois que le Covid est passé, c'est le sujet numéro un, constamment. Les questions climat, environnement, adaptation, atténuation. Et donc, tous ces gens, toutes ces diasporas, bah, c'est pareil. Eux, ils veulent venir. Ils ont tous l'envie de revenir au pays, d'aider leur famille, de retrouver leurs racines, de garder un pied, etc. Et ils veulent construire. Et ils ne veulent plus construire comme leurs aînés qui, pendant 30 ans, ont construit des maisons, comme on en voit plein dans le Fouta, en ciment, qui ont coûté 50 millions de francs CFA pièce, mais qui sont inhabitables, tellement elles sont chaudes et bouillantes. Vous voyez et puis vous avez la middle class, tout simplement africaine, qui elle aussi, petit à petit, va être, pour l'instant c'est plutôt des champions, des audacieux, mais petit à petit, vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Donc, si on met la middle class africaine, les dynamiques diaspora et les bâtiments communautaires alignés, ça fait un marché à venir fantastique. Et il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y a personne, quasiment. Nous, Souleymane Diarra, qui est parmi nous, qui est aujourd'hui le coordinateur du programme au Mali, pourra vous le dire, c'est notre difficulté. On a d'un côté des maçons, de l'autre côté des clients, mais on n'a pas les acteurs au milieu. Il nous manque
les techniciens gestionnaires capables de faire le lien. On a le produit, on a les clients, on a la capacité de production, mais on n'a pas le lien. Voilà. Bon, après, donc ça, pardon, je reviens en marche arrière. On a des mécanismes d'incitation financière, mais ça, c'est beaucoup utilisé plutôt pour l'habitat rural. C'est l'idée de faire matcher d'un côté, je vais le faire court, les paysans, ils ont besoin d'une incitation. Vous offrez aujourd'hui, le paysan, il comprend, quand on fait les réunions de sensibilisation, quand on fait tout ce travail dans les réseaux à l'échelle du monde rural, le paysan, il comprend bien. Puis d'abord, il s'envoie, on voit de plus en plus de Wood-Nubiennes, donc ils ont de plus en plus d'exemples, et puis et donc ils sont prêts, en tout cas une partie significative des chefs de famille qui veulent construire, seraient prêts à s'engager. Puis il leur manque du cash. Ils sont capables d'amener les briques, l'eau, la terre, les manœuvres, leurs enfants, les voisins, de se mobiliser, mais il leur manque la partie cash. Eh bien, vous les incitez avec 15% du coût du bâtiment, 150 000, 170 000 francs CFA d'incitation, alors vous faites exploser le marché. Je rappelle qu'on a exactement les mêmes mécanismes d'incitation ici en Europe. Vous voulez changer vos vitres pour du meilleur double vitrage, votre chaudière, ancienne chaudière qui brûle du mazout à fond, ou votre toiture parce qu'il vous faut un renfort d'étanchéité, etc. Ou même votre voiture, d'ailleurs, pour une voiture qui marche à l'électricité, il y a plein de programmes d'incitation financière. On va vous donner un crédit à 0% à la banque et 15% ou 20% de cadeaux sur votre facture que vous allez déduire de vos impôts pour faire démarrer un marché vert. Eh bien, ces systèmes d'incitation, ils seraient totalement légitimes qu'ils soient accordés au monde sahélien, qui est en train de se prendre de plein fouet le réchauffement climatique, alors qu'il ne l'a pas généré et qu'il n'en a pas aujourd'hui les dividendes. Ça veut dire que le réchauffement climatique, c'est aussi un confort de vie qu'on a aujourd'hui dans les pays riches. Par ailleurs, hein, ce n'est pas juste ce qui s'est passé derrière, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Eh bien, les Sahéliens vont prendre le réchauffement climatique de plein fouet sans l'avoir produit et sans avoir les dividendes. Donc, les incitations à des comportements, à des dynamiques économiques différentes qui permettent une adaptation et une atténuation sont totalement légitimes. Donc, nous, on distribue ces 170 000 francs, 150, 170 000 francs d'argent pour chaque famille qui part sur un projet. Cet argent sert à payer d'abord et principalement le maçon, la main-d'œuvre qualifiée, le maçon et ses aides. Donc ça, c'est super parce que ça garantit les salaires, les business models de ces jeunes et moins jeunes, et puis ça garantit la croissance de leur marché. Et en plus, tout cet argent est réinjecté dans les économies locales, puisque le maçon va remettre le Nansongo à sa femme qui va aller au marché, etc. Donc là, on a un cercle vertueux super intéressant et une approche tout à fait exemplaire à mes yeux. Et alors l'idée, c'est de coupler ces incitations avec la valeur carbone des bâtiments. On va aller vendre, on va aller plutôt céder sur le marché de la compensation carbone. Vous connaissez sans doute ça, hein, ceux qui sont trop carbonés eh bien, achètent de la compensation carbone. Alors il y a des débats là-dessus, il y a des gens qui disent que c'est en fait un droit à polluer, il y en a d'autres qui disent que c'est mieux que rien. Nous, on a tranché, on s'est mis du côté des mieux que rien. Et l'idée, c'est que des surcarbonés au nord permettent de financer les incitations du monde paysan. Mais ça touche, c'est pas suffisamment significatif. On est sur des sommes qui sont intéressantes au niveau du marché rural, mais qui sont pas suffisamment significatives au niveau du marché urbain. Enfin, on rentre dans cet argumentaire-là, qui est un argumentaire d'économie verte. Voilà. Et puis après, on pourrait tout à fait imaginer des prêts à la microfinance, accès à l'habitat neuf, qui seraient eux-mêmes bonifiés d'ailleurs à partir des fonds adaptation et des fonds atténuation. Et la même chose sur des prêts banques classiques. On pourrait imaginer un PEL vert, plan d'épargne logement vert, dans lequel qui serait bonifié par l'État malien, par exemple, parce que la technique qui va être choisie pour construire
a une forte performance en termes d'atténuation, etc. Là, on est sur… Aujourd'hui, on a travaillé avec des acteurs de la microfinance, on n'a jamais travaillé avec des banques classiques, c'est donc plutôt du projet. Voilà. Voilà, alors là, il y a un combat qui est sur de faire intégrer dans les appels d'offres. Ça, c'est un travail que mène AVN, un travail de plaidoyer pour que dans les TDR, les termes de référence des constructions qui sont attendues par les États ou par les bailleurs ou par les maîtres d'ouvrage, eh bien, les termes de référence qui sont listés là apparaissent. Et que de manière légale, il soit plus possible ou beaucoup moins possible de ne travailler qu'avec le béton, l'acier, le gravier, le sable. On n'a pas beaucoup parlé du gravier et du sable, hein, mais ce sont des problèmes énormes. Aussi en approvisionnement, le Sénégal, ils sont en train de détruire complètement leurs côtes à cause des prélèvements de sable pour construire la presqu'île de Dakar. Et alors même que cette côte est leur gagne-pain, puisque les touristes viennent pour ça, quoi. On est dans des situations un peu absurdes. Voilà, donc DTDR, terme de référence, mais ça c'est un travail de plaidoyer à faire à un haut niveau, au niveau ONG, au niveau groupement d'ONG, influenceurs, etc. Mais en tout cas, les arguments qui sont là sont utilisables comme des arguments marketing pour des entreprises qui voudraient vendre performance thermique passive, performance environnementale, approvisionnement en circuit court, renforcement des économies locales et nationales, prépondérance d'utilisation de matériaux locaux, emploi de la main-d'œuvre locale, performance en énergie grise, etc. Ça, ce sont des argumentaires qui sont tout à fait utilisables dans du marketing de l'économie verte. Et ben voilà, elle n'est pas super cette présentation par rapport au thème, mais on n'a qu'à y aller maintenant avec de la discussion peut-être. Tout à fait, tout à fait. Elle est très bien cette présentation. Pas de souci. En tout cas, je pense qu'on aura vraiment bien saisi ce qui est important. Alors, il y a un participant, je voudrais lui ouvrir son micro. Voilà. Maïga Idrissa qui veut rebondir sur vos propos. Maïga, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Allez-y, on vous écoute. Allô, bonjour. Moi, j'aimerais vous poser la question sur la durée de vie d'une construction de voûte nubienne. Parce qu'ici, nous avons quelques exemples de ça qui ne durent pas. Par exemple, ici à Mopti et dans quelques endroits même du sud et du nord, Mali, on a ces constructions-là, on les appelle les constructions sans bois. Le problème de ces constructions-là ne peut pas résister à plusieurs pluviométries. Dès que ça dépasse comme 2 décennies seulement, ça tombe. Quel serait le problème de cette durée de vie pour une population qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas assez de moyens pour financer 2 fois ou bien 3 fois une construction dans 90 ans? Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Très bien compris, Maïga. Oui. Construction sans bois, c'est CSB. C'est CSB, c'est différent de ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, la construction sans bois, c'est un programme, nous on les appelle nos oncles. C'est une boîte qui s'appelait Development Workshop. Ce sont des Canadiens, 2 ingénieurs canadiens, Peter Tanley et John Norton, qui sont dans les années 80, qui ont commencé au Niger, dans le nord du Niger, et qui ont après fait grandir un programme de diffusion d'une architecture de terre au Burkina, au Mali, et ils ont même été jusqu'en Mauritanie, au Sénégal. Mais ils étaient surtout… aujourd'hui, ils n'existent plus qu'au Niger, que dans le nord du Niger. Ça a disparu au Mali et au Burkina. On les appelle nos oncles parce qu'on estime que c'est les seuls qui ont vraiment tenté de développer une approche de développement grande échelle par le marché.
merci beaucoup. Avec deux grandes différences. Oui. On était dans les années 80 et l'architecture terre, c'était vraiment, il y avait presque un côté sectaire. Là, c'était la terre et rien d'autre. Le ciment était banni, l'usage du ciment à certains endroits, etc. Il y a eu deux grandes différences. Et ils ont amené des techniques assez complexes. Coupole, voûte excentrée, voûte en ogive, et ils ont mêlé tout ça. C'était des ingénieurs, il faut comprendre que c'était des ingénieurs, et en fait, plus vous avez des techniques complexes, plus vous risquez de créer des risques de malfaçon, d'entretien délicat, etc. Vous faites coller une voûte avec une coupole, ben, la coupole c'est déjà compliqué, la voûte c'est compliqué, et le lien entre la coupole et la voûte c'est encore beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas créé des toits terrasses plats, comme nous, on a décidé dès le départ d'avoir. Donc ça, c'est la première différence. Pour nous, AVN, c'est un concept hyper simplifié, hyper standardisé, et toujours le même. C'est une voûte en plein cintre, avec des murs de 60, des murs de 40, 3,30 m de large maximum, et un toit terrasse plat. Il n'y a pas de coupole, il n'y a pas de voûte excentrée, il n'y a pas de voûte en ogive, etc. Donc là, la simplification du modèle permet des bâtiments beaucoup plus stables dans le temps, première chose. Et puis, deuxième grande différence, c'est qu'ils ont abordé leur marché par le bâtiment communautaire, par le bâtiment institutionnel. Ils sont pas, alors que nous, on a commencé par le marché paysan, des maisons beaucoup plus simples. Donc, en fait, je dirais, notre atout dans le jeu comparé à CSB, c'est la simplicité technique, et puis marcher le plus basique et le plus simple possible. Et puis aussi, on a développé des choses qu'eux se sont interdits ou n'ont pas pensé, qui étaient les choses que j'ai décrites tout à l'heure, cette BBSC, la brique de Banco surface caillou avec un enduit ciment, l'usage d'anti-érosifs au goudron, ces dallettes béton, etc. Donc un process simple, répétitif, standardisé, quelques petits atouts qui font des concessions au modernisme des matériaux, au ciment, etc. C'est ça qui fait la différence. Et puis un programme vivant, ça veut dire que si vous abandonnez des maçons sur un territoire pendant une décennie, 2 décennies, le savoir-faire se perd. Tant que vous n'avez pas créé une vraie dynamique économique, tant que vous n'avez pas percé suffisamment, pris une part de marché suffisante pour créer une autonomie de la diffusion de votre concept, ben vous n'êtes pas arrivé. Et pour moi, ils sont arrêtés trop tôt. Voilà les différences avec CSB. On connaît bien, hein. Je connais bien leur travail, je les ai rencontrés dès le départ, il y a une vingtaine d'années, je suis parti les voir. On continue à fréquenter, d'ailleurs, on était récemment à Ouagadougou, il y avait le FACT Sahel qui était à Ouagadougou, et il y avait des maçons de CSB qui sont venus faire une coupole. Une coupole, c'est arrondi. C'est très compliqué. Le problème, c'est l'érosion avec la pluie. Hein. Comment vous empêchez qu'une toiture arrondie soit érodée? Quand vous avez une toiture plate, comme les maisons, rappelez-vous les maisons traditionnelles maliennes, murs de terre, charpente de bois, toiture de terre, avec des murs de 40, hein, pas des murs de 20 quand on a fait faire un quart de tour à la brique. Mais quand la longueur de la brique représentait la largeur du mur, c'est-à-dire des murs de minimum à peu près 38, 40, et avec des bons bois en toiture, ces maisons tiennent toujours un siècle après. C'est devant vous. Ou bien, Maïga? Oui, c'est vrai. Donc, j'ai une petite question encore à vous poser. Lors de la présentation, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite de la République française. Qu'avez-vous fait pour mériter ce titre honorifique? Si je pourrais savoir ça va me galvaniser aussi. Alors vraiment, je ne sais pas. Je suppose que c'est lié à mon travail. Oui. On vous dit jamais pourquoi vous le recevez. J'ai bien compris que c'était à cause de la voûte nubienne. Hein. Ok, mais je ne ça sais doit pas être qui certainement ça. Pardon? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Maïga. Oui, merci. Je laisse la parole maintenant à Ali Kouma, donc de Denis Lab. Voilà, la vidéo est activée. Vas-y, à ton tour. Ok. Bonsoir Thomas, merci pour cette brillante présentation. Ça me donne envie d'entreprendre dans le domaine en fait. Alors, j'ai une question.
que certains de nos entrepreneurs vont peut-être se poser. Pour intervenir sur la chaîne, comme vous le demandez, que vous avez besoin d'entrepreneurs qui ont de la vision, est-ce que ces entrepreneurs doivent avoir une formation de base en architecture ou dans la construction d'une manière générale pour pouvoir travailler sur la chaîne, comme vous le dites? Je ne pense pas que… Imaginons un petit bureau d'études qui soit capable de faire le lien, donc, comme on l'a dit, entre d'un côté des producteurs, un produit, et puis des clients un peu formels. Je ne pense pas que ceci puisse avancer sans avoir de technicien. Maintenant, un entrepreneur va dire, moi, je vais travailler avec un technicien ou deux, je vais les former, et puis ils vont travailler pour moi. Donc, il peut y avoir un entrepreneur qui a juste une vision un petit peu business model et qui n'est pas forcément un technicien. Ou à l'inverse, il peut y avoir un technicien qui lui, a une capacité de gestionnaire, ou un tandem, un technicien et un gestionnaire. Voilà, donc ce sera ou un gestionnaire qui va aller chercher le renfort de techniciens, ou des techniciens qui vont renforcer, qui vont à l'inverse prendre des gestionnaires, ou bien un mixte des deux. Ok, ok. Si on a un mix des deux, c'est quoi la prochaine étape? Business plan. Il faut rédiger un business plan. Il faut revenir vers la voûte nubienne. Il faut commencer à réfléchir. Il faut écrire un business model. Qu'est-ce que c'est que je veux être où dans un an, je veux être où dans 3 ans, je veux être où dans 5 ans? J'ai besoin de quels moyens? Quelles seraient mes cibles? Quels sont mes besoins? En quoi j'ai besoin d'être formé? En quoi j'ai besoin d'investissement? J'ai besoin de quel environnement d'affaires? C'est quoi mon plan marketing, etc. Et petit à petit, on construit. Je comprends parfaitement. Il me semble, Merci hein. beaucoup. Mais c'est vous, Ali, qui êtes le professionnel de l'incubateur, plus que moi. Oui, je comprends. En fait, je voulais savoir s'il y avait une démarche particulière, vous, à votre niveau. Parce que nous, si vous voulez, on fait beaucoup de mise en relation. Mais là, spécifiquement, ça aurait été bien de savoir s'il y a d'autres considérations à prendre en compte. Je pense que là, on va plutôt encourager d'autres entrepreneurs que nous savons qui sont dans tout ce qui est construction à consulter cette vidéo quand elle sera en replay et aussi à vous contacter le plus tôt possible. On peut demander sur ce sujet-là, on peut demander son avis à Souleymane Diarra, qui est donc, je le rappelle, est coordinateur du programme La Voûte Nubienne au Mali. Il a aussi sans doute sa vision. Il vient d'ailleurs de passer une semaine, lui et son équipe, avec de jeunes techniciens qui sont là pour se former. Souleymane. Oui, bonsoir à tout le monde. En fait, c'est un peu ça. C'était avec des techniciens. On teste aussi des choses avec GIRES sur des collaborations avec des entreprises. Même avant GIRES, on a déjà des entreprises qui se sont intéressées à la construction en Voûte-Nubienne et d'autres techniciens qui s'intéressent à la chose, notamment Amidou qui est actuellement avec GIRES, qui avait vraiment aimé la chose, qui a essayé de continuer à savoir plus. Donc, on a des entreprises qui sont aussi aujourd'hui intéressées, qui viennent, qui passent aujourd'hui à la voûte nubienne, qui demandent des accompagnements, des formations théoriques et qui demandent à aller assister à la construction de certains chantiers. Je pense à Guita qui a assisté à notre projet de collaboration avec l'OMH. Il y a vraiment notre volonté d'aller dans ce sens. Comme Thomas l'a dit, on a beaucoup de demandes aujourd'hui des clients qui veulent construire en voûte. On les appuie jusqu'à un certain niveau, on les donne des plans, mais arrivé à un certain niveau, souvent ça s'arrête. Donc, on a, nous, aujourd'hui, besoin que les entreprises aujourd'hui travaillent dans le domaine de la voûte nubienne, qui s'intéressent à la chose, qu'on les forme, qu'on les assiste. Et il y a les techniciens voûte nubienne qui ont quitté le Burkina pour former ces techniciens qui sont actuellement ici au Mali, il y en a 4. Donc, on est toujours dans ce processus où on cherche à être accompagné, à être vraiment appuyé dans tout bord. C'est nous qui allons appuyer les entreprises pour un début, mais au fur et à mesure, c'est les entreprises qui pourront vraiment avoir un marché très, très conséquent parce que, comme Thomas l'a dit, le cas du Sénégal, c'est presque la même chose au Mali. Il y a plein de demandes, que ce soit citadin, au milieu urbain à Bamako, Ségou ou dans d'autres communes où nos expatriés aussi ont des besoins de construction. Souvent, nous, on les accompagne à arriver jusqu'à un certain niveau. On a des plans qui sont, quand vous partez sur notre site, on a des plans qui sont faits. On a nos techniciens, on demande leur appui pour faire des plans et accompagner. Mais arrivé à un certain niveau, leur collaboration avec les maçons paysans
c'est souvent pas facile. Il faut produire un devis, on discute un devis, ils vont leur demander encore des bâtiments clés en main, ce qui implique la fabrication de portes, de fenêtres, de vitres et consorts qui dépasse un peu la compétence de ce maçon paysan. Donc, alors que les entreprises ont cette possibilité de travailler sur plusieurs choses dans plusieurs domaines et d'avoir vraiment, de répondre aux besoins du client. Ouais. Je vais rajouter quelque chose. Un des facteurs bloquants en Afrique de l'Ouest, très important, le monde des entreprises du bâtiment, ce n'est pas vraiment des entreprises du bâtiment. En France, vous ne pouvez pas être sur un même chantier celui qui construit et celui qui vend les matériaux. Vous n'avez pas le droit pour des questions d'assurance et il y a une législation extrêmement précise. En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ce qu'on appelle un entrepreneur, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas de métier de construction. C'est des commerçants qui ont de la trésorerie pour pouvoir avoir des camions, pour pouvoir avoir des lieux de stockage, pour pouvoir acheter du matériel d'importation, ciment, acier, sable, gravier, etc. En gros, le stocker pour pouvoir faire des avances de mise en œuvre de chantier, etc. Et donc, le bénéfice que retirent ces entrepreneurs, c'est beaucoup plus un bénéfice marchand de deal que sur l'acte de construire. Et ceci au détriment de la construction. Donc, évidemment, ce mécanisme complexe et considérable dans lequel, en plus, il y a des compromissions politiques, etc., qu'on ne va pas soulever, mais qu'on connaît. Hein, tous les gens importants ont des beaux-frères entrepreneurs. Essayez de comprendre pourquoi. Fait que apporter aujourd'hui une nouvelle proposition dans laquelle il y a beaucoup moins de business sur ces matériaux d'importation, quoi qu'il y en ait toujours, hein, on a quand même du ciment, on a quand même des portes, des fenêtres, et eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un des freins. Donc ce qu'on cherche aujourd'hui, ce n'est pas tellement intéresser des entreprises ayant déjà pignon sur rue, mais c'est plutôt des nouveaux entrepreneurs, des personnes qui soient visionnaires, qui soient capables de se projeter dans les 5, 10, 15 ans à venir pour développer une nouvelle filière qui n'est pas une partie supplémentaire de la construction classique, mais vraiment une filière éco-construction verte. Et aujourd'hui, c'est la voûte nubienne, mais on va trouver que d'autres matériaux ou d'autres techniques de construction vont venir s'ajouter. Nous, on ne fait pas du solaire, mais évidemment, il y a le solaire, les toilettes sèches, certains matériaux comme, ça m'écorche la bouche de le dire, mais la BTC éventuellement, la brique de latérite qu'un jour on va développer aussi au Mali, etc. Le moellon de grès dans certaines parties du Mali, où il y a énormément de pierres de qualité, etc. Donc il y a beaucoup de matériaux intéressants, il y aura de nouvelles techniques qui vont arriver. Donc l'éco-construction, ce n'est pas seulement la voûte nubienne, c'est juste que la voûte nubienne a sans doute une très belle avance aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup. Dans le sens de la formation des techniciens, il y a l'effort fait par AVN en collaboration avec les CAP de Tommy pour pouvoir tester des choses. Donc, on est toujours dans l'optique de continuer à divulguer, à partager des connaissances avec des techniciens, former des techniciens dans ce sens pour pouvoir toujours continuer à aller dans l'atteinte de nos objectifs. Okay. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant avec votre association, c'est que vous donnez toute cette connaissance, en fait, tout est ouvert et vous avez des programmes pour justement former ceux qui n'auraient pas forcément aujourd'hui les compétences, en fait. Il n'est pas trop tard pour apprendre et quelqu'un qui voudrait entreprendre dans la voûte nubienne pourrait réussir à avoir accès à toutes les connaissances nécessaires et puis peut-être aussi vous contacter, Souleymane, pour pouvoir bénéficier d'une formation technique, n'est-ce pas? Bon, on peut nous contacter, on écrit des mails où on met les DG, on met nos techniciens, on met tous ceux qui sont le pôle expertise technique, le pôle formation, on met tout le monde en copie pour que les échanges soient plus fluides, qu'il y ait les informations nécessaires, qu'on puisse chercher à mieux connaître l'entreprise, quelle est sa volonté, est-ce qu'il veut vraiment travailler. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent s'adresser à moi, mais nous, on fonctionne en général par mail où tout le monde est en copie, où l'information passe et tout le monde est bien informé et ensemble, on analyse la demande. Par rapport à
à ce qu'on pourrait créer comme passerelle, synergie entre Donilab et AVN, c'est justement l'idée, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, Alice, c'est quoi la suite? Et moi, j'ai répondu, c'est un business model, c'est un business plan. AVN n'est pas forcément les mieux placés, non pas qu'on n'ait pas quelques idées, mais on ne peut pas être sur tous les sujets, sur tous les secteurs d'une filière. Et donc, vous qui êtes un petit peu des incubateurs, eh bien, nous pourrions réfléchir à savoir quel pourrait être votre rôle justement dans l'accompagnement à partir de votre expérience, de vos métiers, de votre savoir-faire, de ces jeunes artisans ou entrepreneurs qui développeraient cette vision. Voilà. Donner un exemple d'une autre boîte bien connue à Ouaga, avec qui on avait essayé de travailler, qui s'appelle La Fabrique. Ils ont reçu un prix d'ailleurs aujourd'hui, qui font un travail remarquable. Mais par exemple, eux, ils prennent que des entrepreneurs qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité dans leurs produits. Et du coup, on passe sous les radars de La Fabrique. Les gars qu'on aurait pu proposer sont pas au niveau. Vous, on va dire peut-être, vous êtes trop vers un entrepreneuriat paysan sur des secteurs agricoles, je ne sais pas. Hein, et donc, c'est pas. En tout cas, moi, ma proposition, moi, je sais qu'on aurait besoin de travailler avec des boîtes dont les dynamiques d'incubation sont reconnues et qui ont une expertise là-dessus, parce qu'on ne peut vraiment pas tout faire. Oui, Thomas, merci de me tendre la perche parce que c'est à ça que je pensais quand je posais les questions. Parce que nous, à notre niveau, nous avons la possibilité d'identifier des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ça ou qui travaillent en quelque sorte dans la construction. Donc, ça pourrait prendre la forme d'un programme qu'on mènerait conjointement pour inciter plus d'entrepreneurs à entreprendre dans le domaine. Et les échanges peuvent continuer. À Donilab, on n'accompagne pas seulement des projets qui sont dans l'agro. On accompagne tout type de projets, mais de plus en plus, on tend vers des projets qui ont une certaine maturité. Mais sur des programmes spécifiques, on peut être amené à accompagner quelqu'un qui a une idée. Par exemple, dernièrement, nous avons accompagné des projets qui sont dans l'économie verte. Il y en a qui sont seulement à l'étape d'idée et d'autres qui sont ils ont déjà leurs premiers clients en fait. Donc, les pistes de collaboration existent et on pourra en discuter pour les développer prochainement. Nous allons vous contacter à cet effet. Ok, on est à votre disposition. Merci. Oui, ce serait vraiment formidable. Je pense qu'on pourrait vraiment monter un programme sur mesure sur la question. Je suis sûre que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Les questions sont assez techniques hein, dans la boîte Q&R et donc c'est vrai que je le rappelle, hein, si vraiment vous avez des questions techniques sur le site de la voûte nubienne, il y a énormément de documentation qui peuvent répondre à vos interrogations. On prend juste, comme on a encore 5 minutes, Lydie Ongoiba qui demande comment on fait pour remédier à la présence des termites quand on construit avec la voûte nubienne. Les termites, ça c'est relativement facile. D'abord, on a des peintures, des badigeons à la chaux qu'on met sur les murs, sur ce qu'on appelle l'intrado des voûtes de chaux salée. On met 3 couches et déjà ça c'est pas mal. Après, la termite, c'est un combat entre la termite et celui ou celle qui fait le ménage. Les termites se lassent. Quand on habite une voûte nubienne, les termites s'en vont. Alors, il y a différents types de termites. Il y a les petites termites qui font des concrétions à l'extérieur. Et puis, quelquefois, il arrive, c'est très rare, mais ça arrive, des très grosses termites qui font des trous à l'intérieur de la maçonnerie. Ça, en général, elles ont été apportées même pendant l'ouvrage. Alors ça, il faut ouvrir la partie qui est abîmée. Il faut mettre un produit. Il y a des produits toxiques qu'on met, ça marche très, très bien. Et sinon, mais les termites, vous allez les trouver dans des bâtiments qui sont fermés, qui sont inoccupés et qui sont pendant quelques semaines, quelques mois.
Donc voilà, chaulage, coup de balai, entretien, et puis si vrai problème de termites, de grosses termites qui bouffent la maçonnerie, alors on ouvre et on mélange à la terre ce produit, ce répulsif, et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai une voûte nubienne depuis 20 ans au Burkina Faso, j'ai pas de problème de termites. Alors qu'il y a des termites, hein, mais on ne les laisse pas s'installer. Voilà. Et puis, on n'a pas beaucoup de différences que dans les autres types de construction. Hein. Même dans des maisons ciment, on trouve des termites, elles montent dans les portes, le bois, voilà. Tout à fait, oui. Et enfin, la question d'Idrissa Ghanam qui demande quelle qualité de banco est recommandée pour la construction en voûte nubienne au nord du Mali. Alors, un banco qui n'est pas trop sableux, bonne tenue, trop de sable, c'est pas bon, pas trop argileux, parce que ça, donc avec un bon équilibre entre les granulats, sable et gravier, et les argiles. En général, les gens, dans les endroits ruraux, les gens connaissent les bons bancos. Et il y a une culture même de cette connaissance assez forte, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Quelquefois, dans des périmètres très étroits, vous avez différentes sortes de bancos. Donc, quand vous voyez, il y a des régions où tout le banco est facile. Après, il y a des zones, c'est plus compliqué. Au Sénégal, par exemple, il y a des zones avec beaucoup de sable. C'est plus compliqué de trouver du bon banco. Au Mali, en général, c'est plutôt facile. Après, il n'y a pas que la matière dans le banco. Le banco, c'est aussi la façon dont il est piétiné, dont il est préparé. C'est très, très important. Et peut-être que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être un peu moins courageux que leur père ou leur grand-père et sont peut-être moins capables de préparer du bon banco comme il doit être fait, piétiné plusieurs fois sur 2 journées au moins, etc. Donc, la qualité du matériel avec l'expérience locale et un travail de qualité. Et enfin, une dernière question, si vous le permettez, puisqu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine agricole et aussi dans la production, la transformation qui nous suivent. Est-ce que vous avez un retour d'expérience d'entrepreneurs de ce domaine qui utilisent les constructions en voûte nubienne pour le stockage des denrées alimentaires, et quels sont les retours d'expérience que vous auriez de ce public-là puisque comme on voit que le confort thermique est meilleur, bonne isolation et autres, on peut se dire que ça peut être une bonne solution pour stocker plus longtemps. Donc, il y a les performances température et puis les performances hygrométriques, la constante de l'humidité. Par exemple, sous des bâtiments en tôle, vous avez des phénomènes de dessiccation. Ça veut dire des produits qui se dessèchent beaucoup trop. Ou bien des produits qui vont, au contraire, il y a trop d'humidité et se pourrir. Je pense à des exemples comme les tourteaux, par exemple. Les tourteaux, ils sont très fragiles. Ils ont vite perdu leur qualité de vitamines, etc. La voûte nubienne est super pour les conserver. Les oignons, Souleymane pourrait témoigner. Alors, on n'a pas mis assez d'argent, on n'a pas fait un travail d'études universitaires autour de ça. Mais on a, comme beaucoup des approches de la voûte nubienne, c'est des approches de terrain empiriques. Et encore récemment, Souleymane me faisait part de coopératives d'oignons qui parlaient de 30% de plus, alors qu'on a des coûts du sac d'oignons qui passent de 1 à 10 en 4-5 mois, quoi. C'est énorme. Les poulets aussi qui ne se ventilent pas, c'est très intéressant. Donc, oui, on a de plus en plus de demandes, beaucoup de retours empiriques de la qualité et pas beaucoup d'études universitaires pouvant prouver ça. Peut-être Souleymane sur les oignons. Oui, les coopératives, ils sont facilement convaincus par du concret, quoi. Quand ils voient que c'est bon, ça emballe d'autres coopératives. En fait, il y a juste 3 semaines, on est parti à Fana, sur la route Ségou-Bamako, là, juste au milieu, où on avait une coopérative avec laquelle on travaille. La coopérative travaille à Beleko. Ils donnent du concret, quoi. Quand on était à une réunion, ils ont expliqué que
depuis qu'ils ont commencé l'utilisation de la voûte. Pour la conservation de l'oignon, habituellement, quand ils conservent 200 kilos, ils arrivent à vendre juste 40, 60 kilos après quelques mois. Tout le reste, là, ça part, voilà. Donc, mais avec la voûte nubienne, ils arrivent à vendre 120 jusqu'à 140 kilos. Donc, vous voyez déjà, la différence, c'est énorme, quoi. Donc, ils sont convaincus automatiquement de ça et les coopératives avec lesquelles ils travaillent, c'est facile de les expliquer ça, puisque ils le voient, c'est concret. Habituellement, ils utilisaient la tôle pour faire ça. Et même les membres de la coopérative ont commencé déjà. Le président avait construit un bâtiment en tôle. C'était en ciment, tout était bien fait, mais il a carrément déménagé de ce bâtiment-là. Il a construit une maison en voûte nubienne. Il a carrément laissé son bâtiment et il a déménagé dans la voûte nubienne. Donc, c'est des trucs qui sont là, qui sont concrets et on a des bons retours dans ce sens. Ok, les bons retours ne manquent pas. En tout cas, vous avez réussi à nous convaincre qu'il y a vraiment de bonnes opportunités d'affaires dans le domaine de la voûte nubienne, hein, que l'on ait envie d'entreprendre ou que l'on soit déjà entrepreneur et qu'on ait besoin de construction de locaux de stockage ou de locaux pour mener ces activités qui peuvent réussir à nous permettre d'avoir un bon confort thermique et un meilleur usage aussi de l'énergie. C'est ça aussi l'habitat durable, c'est pas seulement la façon dont on construit, mais réussir à ensuite être à l'aise et à diminuer le coût d'utilisation du bâtiment dans le temps. Je vais juste laisser la parole à Ali pour conclure, puisqu'on est déjà au terme de cette conférence. OK. Merci Elodie. Merci Thomas et Suleiman. Nous avons vraiment apprécié le contenu parce que c'est justement ça, en fait. On souhaitait avoir des contenus qui pouvaient engager les entrepreneurs à poser des actes concrets, en fait. Et là, vous les avez donné vraiment des éléments qui peuvent, eux, les inspirer, qui peuvent les réconforter sur le fait qu'il y a vraiment des emplois à créer, il y a vraiment des business à développer autour des enjeux du changement climatique. Donc, nous vous remercions et je réaffirme le fait que nous allons prendre contact avec vous pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que justement tous ces entrepreneurs-là qui ont envie d'entreprendre dans le domaine de la construction en voûte nubienne puissent trouver réellement une opportunité qu'ils peuvent saisir. Merci beaucoup et à nos chers participants, nous sommes toujours heureux de vous avoir aussi nombreux sur les conférences d'Oni-Green. On se dit à demain. Elodie, je te laisse le mot de la fin ou si Thomas veut faire le mot de la fin. Thomas, vous avez encore un dernier message à passer? Le mot de la fin pour Elodie. Moi, je vous remercie, Donilab, je remercie Elodie et Ali. Et j'espère que c'est le début qu'on trouvera des synergies pour travailler ensemble. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés, soit pour construire pour eux-mêmes, soit construire dans le cadre de leurs activités économiques, soit, et c'est le plus important, pour intégrer la filière éco-construction voûte nubienne au Mali ou plus largement en Afrique de l'Ouest, à revenir vers AVN, les différentes équipes en France, au Mali, au Burkina, etc. Très bien, le message est bien passé. Merci Suleiman, merci Thomas et à vous tous les participants qui avaient suivi. On espère que ces messages vous auront donné des idées pour agir, pour entreprendre. Et surtout, n'hésitez pas à relayer cette conférence auprès de tous ceux qui pourraient être intéressés. On vous remercie. Bonne soirée à tout le monde et à une prochaine. À demain pour les Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.